Bonjour à tous et merci à vous de nous suivre. Au sommaire de votre édition régionale, les salariés du zoo de Pont-Scorff sont en grève illimitée depuis ce lundi. Si le site a été repris en novembre, l'inquiétude subsiste pour les soigneurs. Ils souhaitaient alerter le public ce mercredi. Les prisons françaises et bretonnes sont bloquées depuis plus d'une semaine. À Brest, nous avons rencontré les surveillants mobilisés. Surpopulation carcérale et violences font partie de leur quotidien. Fin de partie pour Saint-Brieuc en 16e de finale de la Coupe de France. Les Griffons n'ont rien pu faire face à l'équipe de Lens. Retour sur ce match dans cette édition. Et puis les restes d'un village médiéval ont été découverts dans le Finistère entre Ploudaniel et Plouéderne. Des découvertes archéologiques qui pourraient nous en dire plus sur nos ancêtres. Voilà pour les titres. Tout de suite, votre JT breton du mercredi 24 janvier 2018. Une ZAD dans le Morbihan pour zoo à défendre. C'est sous ce slogan que les salariés du parc animalier de Pont-Scorff sont mobilisés. Le site a été repris en novembre dernier, ce qui a permis d'éviter le redressement judiciaire. Pourtant, les salariés sont inquiets pour l'avenir du zoo et leurs conditions de travail. Depuis ce lundi, ils sont en grève illimitée et ce mercredi, ils souhaitaient alerter le grand public. Karine Chevrolier a interrogé Erel Grossard, déléguée du personnel. Aujourd'hui, on a une discussion qui est rompue avec la direction. On a un nouveau gérant, donc on va le rencontrer là, à partir de demain. Mais on a énormément de questions et de réclamations, et notamment sur des conditions de détention des animaux, sur notre travail. Les effectifs des soigneurs là ont été réduits. On n'arrive plus à travailler correctement, on court partout et on n'a pas de projet, on n'a rien de concret sous la main. On n'arrive pas à voir l'avenir du parc en fait. On ne nous présente rien, donc du coup nous on est très inquiets pour la suite, sachant que normalement on ouvre dans 2 semaines. Là, le parc n'est pas prêt à accueillir des visiteurs, pas du tout. Aujourd'hui, le rendez-vous, c'était pour faire venir un petit peu tout le monde, voilà, et puis qu'ils viennent nous soutenir sur un thème un peu sympa, dénoncer la politique de l'autruche avec des seaux et faire une image sympathique et rigolote. Le blocage des prisons continue ce mercredi à Pleumeur en Bretagne, Lorient, Rennes mais aussi Brest. Les surveillants pénitentiaires sont mobilisés depuis 10 jours. Les 28 000 gardiens de prison du pays demandent une reconsidération de leur profession et aussi plus de sécurité. Dans le Finistère, les personnels parlent de conditions de travail moins difficiles qu'en région parisienne, même si la violence est bien présente. Reportage sur place. Depuis 10 jours, une vingtaine de surveillants pénitentiaires se mobilisent devant les portes de la maison d'arrêt. Bruno travaille à Brest depuis l'ouverture en 1990. Je me suis fait casser la figure, j'ai pris un coup de poing moi en cours de promenade en fin d'année. Parce que je suis intervenu pour porter secours à un détenu qui se faisait tabasser. Donc il allait se faire tuer. Donc je suis intervenu et j'ai pris involontairement un coup de poing. J'ai quand même eu une entorse cervicale, j'ai eu 15 jours d'arrêt. Voilà. Ce qui nous fait le plus de mal, c'est ça, c'est le trafic de drogue actuellement. Selon la CGT, 15 surveillants se sont fait agresser à Brest l'an dernier. Et ce week-end, un détenu aurait craché au visage d'une surveillante et aurait tenté de la frapper. Drogue, surpopulation carcérale, radicalisation, problèmes psychologiques. À Brest, 110 surveillants encadrent près de 380 détenus. J'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de réel effort donné à la petite enfance, dans l'éducation nationale, pour les comportements déviants, les gens qui sont dans la délinquance, et ben nous, notre situation elle sera toujours autant catastrophique. C'est-à-dire, il y a 100 000 peines qui ne sont pas effectuées par an. 100 000. On peut construire 30 000 places de prison, elles seront remplies. Donc on pourra, pour nous c'est du saupoudrage. Les efforts, c'est chez nous qu'il faut les faire, c'est sûr, parce que c'est catastrophique. Mais alors là, c'est sur la petite enfance. Ouais. Pour marquer leur mécontentement, les surveillants bloquent les accès. Rien ne rentre et rien ne sort de la maison d'arrêt, ce qui a des conséquences. L'administration pénitentiaire transfère chaque jour des détenus pour le compte de la justice. Dans les tribunaux, c'était prévu qu'il y ait des jugements aujourd'hui, ce ne sera pas fait, donc reporté à plus tard. Et parfois c'est très compliqué parce qu'il y a des délais à respecter. Et parfois, ça pose de gros soucis. On comprend tout à fait nos collègues. Ça fait bien des années que la situation est alarmante. Donc on n'est pas du tout écouté et ça devient très compliqué. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, a annoncé la création de 1100 postes de surveillants, ainsi qu'un nouveau régime de détention pour les personnes radicalisées. Les syndicats CGT et UFAP UNSA demandent aussi une hausse des rémunérations. À Brest, les surveillants annoncent que le mouvement pourrait se durcir dans les prochains jours.
Jean-Paul Solaro est le nouveau président du port de pêche de Lorient. Il a été élu à l'unanimité ce mercredi et succède à Maurice Benoît, démissionnaire après 25 années à ce poste. Il entend assurer le travail de son prédécesseur avec la même passion, même si contrairement à lui, il n'est pas un homme de la mer, mais plutôt un homme politique. Il est adjoint au maire de Lorient, une fonction qu'il quittera pour devenir conseiller municipal, une position qu'il assume complètement. Karine Chevrolier l'a rencontré. C'est clairement un atout qu'avait Maurice que je n'ai pas au départ. Donc il va falloir en effet démontrer que mon implication et que les propositions et décisions qu'on prendra tous ensemble d'ailleurs correspondent à ce que les gens attendent et prouvent que j'aurais pris le temps de connaître plus le milieu. Alors je ne suis pas innocent sur le milieu, je ne débarque pas à Lorient. Je suis venu au port de pêche pour la première fois il y a 30 ans, j'ai vu son évolution, je connais dans mes relations des pêcheurs, des mareyeurs, etc. Donc voilà, mon premier souci en arrivant, c'est de voir tout le monde, de regarder comment ça marche, de comprendre, avant de proposer quoi que ce soit ou de dire ce qu'il faut faire. Le beurre pourrait de nouveau se faire rare sur les rayons des magasins. Fin 2017, déjà, le beurre avait disparu des étals. Avec des stocks bas et une forte demande, le scénario pourrait se reproduire. Jean-Michel Signor. Et revoilà la pénurie de beurre. Le marché montre de nouveaux signes de surchauffe. Les stocks sont au plus bas dans les entreprises et des incertitudes pèsent sur la Nouvelle-Zélande. Premier exportateur mondial de produits laitiers, ce pays est confronté à une sécheresse sévère. Résultat, les distributeurs cherchent à se réapprovisionner et les prix ont déjà augmenté de 14% selon l'INSEE. Encore une décision de Bruxelles qui reste en travers de la gorge des plaisanciers. L'interdiction de pêcher le bar au nord du 48e parallèle depuis le 1er janvier a mis le feu aux poudres. Un collectif de pêcheurs mécontents s'est réuni ce mardi dans le petit port de Pinzé. Objectif, organiser la résistance pour dire stop à cette décision qu'ils estiment profondément injuste. La pression monte au sein des intercommunalités concernées par les risques d'inondation. Elles n'ont plus que 3 semaines pour décider si, oui ou non, elles mettent en place une taxe spéciale destinée à financer d'éventuels travaux. À Lannion-Trégor, par exemple, elle a été votée à hauteur de 6,94 € par an et par habitant. À Quimper ou à Saint-Paul-de-Léon, en revanche, on s'abstient pour l'instant. Les exécutifs locaux ont jusqu'au 15 février pour trancher. De gros moyens ont été déployés pour retrouver une femme de 53 ans disparue sur la côte sauvage à Quiberon. Une vingtaine de gendarmes, aidés d'un maître chien et d'un hélicoptère, ont sillonné tout le secteur durant la journée de mardi. Les recherches ont repris tôt ce mercredi matin. Et pour finir ce 5 Info, on vous embarque pour un vol à 43 nœuds à bord du Maxi Trimaran Banque Populaire. Notre journaliste Philippe Eliès était le premier journaliste à embarquer à bord ce mardi. Sensation garantie, comme s'il était aux côtés d'Armel Lecléache au large de l'Orient. Banque Populaire 9 sera le 4 novembre au départ de la route du Rhum à Saint-Malo. Déception pour les clubs bretons en Coupe de France. L'aventure s'est arrêtée pour Concarneau face à Granville ce mardi soir, 3-2. Défaite aussi pour Saint-Brieuc. Les Griffons qui évoluent en National 2 ont été battus 1-0 par les Lensois qui jouent en Ligue 2. Pour autant, l'équipe n'a pas démérité et surtout, elle a su emmener avec elle de nombreux habitants. Mathilde Kemener était au stade ce mardi soir. Face à l'équipe de Lens en Ligue 2, les Griffons en National 2 ont montré un vrai jeu et des qualités à l'occasion des 16e de finale de Coupe de France. Mais cela n'a pas suffi. Dès le début du match, les 100 et hors marque et malgré de multiples tentatives briochines, le score restera inchangé jusqu'à la fin. Je pense qu'on aurait pu faire la différence avec ce pénalty manqué et notamment le but qui a été refusé là sur hors-jeu. Donc ouais, c'est frustration, même si en deuxième mi-temps c'est un peu plus compliqué, on ne nous a pas manqué grand-chose. Mais je pense que demain on va se remémorer les bons moments qu'on a passés pour en arriver jusque-là et surtout d'avoir joué Lens, donc c'est un prestige pour moi. Donc voilà. Dans le stade Fred Aubert, près de 7000 supporters se sont réunis, un soutien qui a porté les joueurs. Ils espéraient se hisser en 8e de finale comme en 1966. Tout est monté en puissance, la billetterie, les commerçants, et puis ce stade vibré ce soir, c'était extraordinaire. Donc maintenant, ce qu'il faut aussi, c'est que cette dynamique-là perdure, même aussi au niveau de l'entourage du club, pour qu'on ait du monde à nous soutenir au stade, pour pourquoi pas envisager l'avenir de façon encore plus radieuse. Une aventure qui a réveillé en quelques jours une ferveur chez les habitants de la ville. Je tiens à remercier énormément les joueurs, les dirigeants,
parce qu'ils sont beaucoup donnés pour créer une équipe comme ça. Ça a beaucoup mobilisé Saint-Brieuc, c'était vraiment une très chouette ambiance dans les magasins, une très belle ferveur, il n'y a rien à regretter, c'est que du positif. Désormais, le club espère continuer sa progression en National 2 et peut-être finir en haut du tableau. Et d'autres clubs bretons essaieront d'accéder aux 8e de finale de la Coupe de France ce mercredi soir. Lorient rencontre Montpellier et Guingamp, le Paris Saint-Germain. Un village médiéval a été mis au jour entre Plouéderne et Ploudaniel dans le Finistère. Depuis le mois de septembre, le terrain d'une future zone économique est sondé par les archéologues. Ils y ont déniché des vestiges datant de l'âge de bronze ou encore du Moyen-Âge. Et le site a peut-être encore d'autres trésors à dévoiler. Les fouilles continuent jusqu'en mars. Sophie Lecroisier. Sur cette parcelle d'1 hectare, située entre Ploudaniel et Plouéderne, les vestiges d'un village médiéval ont été découverts. 12 archéologues quadrillent 7 hectares, répartis en 4 zones. Des sites aussi denses que celui-ci, il en existe peu en Bretagne. Depuis l'âge du bronze, en fait, on a une succession d'occupations pratiquement continue. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Là, ça nous permet vraiment d'étudier l'évolution d'un territoire finalement sur plusieurs millénaires. On a trouvé de la céramique qui a été rejetée dans une partie du mur, qui correspond certainement à une galetière qui servait à l'époque aussi déjà à faire des galettes. Et c'est ce genre d'éléments qui vont nous permettre de dater le bâtiment et savoir quand est-ce qu'il a été utilisé. Cette trouvaille n'est pas tout à fait due au hasard. Ce plateau se situe dans un environnement archéologique sensible, connu des chercheurs. Tout ce qui est ZAC, comme c'est le cas ici, une zone d'aménagement, on reçoit tous les dossiers bien en amont. Donc nous sommes avertis, il y a des enquêtes bien sûr faites, dont l'archéologie fait partie du circuit des demandes. Nous avons la chance dans la région Bretagne d'avoir une carte archéologique qui est informatisée et mise à jour régulièrement, ce qui fait qu'on sait tout de suite par rapport à un projet qu'on reçoit quel est l'environnement archéologique. Et à partir de ce moment-là, on décide de faire une opération de diagnostic, c'est-à-dire d'évaluation de terrain. Coût des fouilles, 800 000 €. Et dans le cas d'une création de zones d'activité économique, ce sont aux collectivités de payer la facture. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouvez évidemment notre actualité sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter de TBO et TB Sud. Il y a aussi nos sites internet, évidemment, pour revoir cette édition et tous nos reportages. Je vous retrouve, moi, en tout cas, demain à 19h pour un nouveau point sur votre actualité régionale. Je vous souhaite surtout une très belle soirée.